Vidéo numéro 83. Chaud devant. Bonjour. Ne comptez pas sur moi pour parler du réchauffement climatique. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, en réalité, personne n'est qualifié pour le faire, dont en particulier pas moi. Suivant la suggestion d'un auditeur fort régulier de cette chaîne, je vais en quelques minutes préciser, en rappelant son histoire, la notion fort délicate de température dont vous entendez parler presque tous les jours, de façon assez anxiogène depuis quelques décennies. Pour la définition de cette grandeur, il s'est produit un petit miracle dont nous parlerons plus loin. Le thermomètre moderne a été inventé en 1612 par le médecin italien Sant'Olio Sant'Olio. Il a scellé un tube en verre contenant du liquide dont il a observé le déplacement suivant qu'on le réchauffe ou le refroidit. Une échelle sur le tube a facilité la lecture de cette évolution, mais le système ne comptait pas d'unité précise. Puis, en 1664, Robert Hooke a proposé de définir la température zéro comme point de congélation de l'eau, et donc de mesurer les températures à partir de ce point. Enfin, Olaf Romer a défini la température en général par interpolation entre le point de congélation de Hooke et le point d'ébullition de l'eau. C'est donc la dilatation de certains liquides qui a permis de définir rigoureusement la grandeur physique appelée température. La première échelle fut celle de Fahrenheit, qui a ressenti le besoin d'élaborer une échelle de température lorsqu'il fabriquait des thermomètres. Il a défini le point de congélation de l'eau salée à 30 degrés Fahrenheit et son point d'ébullition à 180 degrés plus haut, soit 210 degrés Fahrenheit. Il a ensuite décidé d'utiliser de l'eau pure qui gèle à des températures légèrement plus élevées, soit un point de congélation à 32 degrés Fahrenheit et un point d'ébullition à 212 degrés Fahrenheit. Un quart de siècle plus tard, Anders Celsius a proposé l'échelle plus simple, dite centésimale, graduée de 0 à 100 degrés centigrades, et qui aujourd'hui porte son nom. Bien que l'échelle Celsius soit devenue le standard international depuis 1948, on utilise encore l'échelle Fahrenheit dans les pays anglo-saxons. J'affiche les formules de conversion, mais bien sûr aujourd'hui, il existe des logiciels de traduction simples, accessibles en ligne. Suite à une étude expérimentale de Jacques-Alexandre César Charles, une relation simple est apparue entre pression et température d'un volume fixe contenant une quantité donnée de gaz. La loi de Charles, établie en 1787, fut publiée par Gay-Lussac en 1802. Elle établit que la pression est alors proportionnelle à la température Celsius à condition d'ajouter à celle-ci une constante grand Z. Après de nombreuses mesures, on a trouvé pour grand Z, dans l'échelle Celsius, la valeur 273,15 degrés centigrades. L'opposé de grand Z, soit moins 273 degrés 15, apparaît alors comme une température en dessous de laquelle on ne peut descendre. En fait, dès 1702, Guillaume Amonton avait conclu de ses expériences qu'une réduction suffisante de la température entraînerait une absence de pression. La température, de moins 273,15 degrés centigrades, fut qualifiée de zéro absolu, sans qu'on comprenne vraiment à l'époque sa signification physique. William Thomson, connu aujourd'hui sous le nom de Lord Kelvin, a proposé d'utiliser le zéro absolu comme point de départ du système Celsius, translatant donc cette échelle de la valeur grand Z. C'est ainsi qu'a été conçue l'échelle Kelvin, employée dans le domaine scientifique sous le nom de température absolue, souvent notée grand T. Vous avez peut-être entendu dire au lycée que la température est une grandeur repérable, mais non mesurable. C'est vrai dans les échelles Celsius et Fahrenheit pour lesquelles le rapport de deux températures n'a pas de sens physique. En revanche, la température absolue est une grandeur mesurable. Pour un gaz parfait, elle est directement proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne de ses molécules. Et ceci est en quelque sorte miraculeux,
car il n'y avait aucune raison fondamentale pour qu'il existe une relation linéaire entre énergie interne et température. C'est la théorie cinétique des gaz, créée indépendamment par August Krönig, 1856, et Rudolf Clausius, 1857, puis développée indépendamment par James Maxwell et Ludwig Boltzmann, 1866, qui a permis de donner un sens physique à la température absolue. Celle-ci représente, à un facteur près, l'énergie cinétique moyenne d'agitation des particules, atomes ou molécules, de gaz. Si l'on parvenait à annuler totalement cette agitation, la température mesurée serait nulle dans l'échelle Kelvin. Le zéro absolu est une limite physique qu'on peut approcher sans jamais l'atteindre. Il existe une relation simple entre l'énergie cinétique moyenne EC d'agitation des particules et la température absolue grand T. EC égale 3 demi de Kb grand T, où Kb est la constante de Boltzmann. Grand T est aussi appelé température thermodynamique. À partir de cette relation, on peut évaluer la température maximale possible. En effet, si on considère le plasma comme un gaz parfait, et qu'on considère qu'à très haute température, seul le plasma d'hydrogène peut subsister, le calcul donne une valeur d'environ 3600 milliards de degrés, puisque la vitesse d'agitation des molécules est supposée inférieure à la vitesse de la lumière, petit c, égale environ 300 000 km par seconde. La température maximum obtenue jusqu'ici sur Terre, dans la Z-machine, pendant un bref instant, est de l'ordre de 4 milliards de degrés. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça fait froid dans le dos.